Au sud de l'Europe, à l'ouest de la Méditerranée, un archipel apparaît au large de l'Espagne continentale, les îles Baléares. Minorque, Majorque, Ibiza et Formentera forment un groupe de 4 îles complétées d'une série d'îlots inhabités. Majorque couvre à elle seule 75% des territoires de l'archipel. Toutes ces îles sont en fait les sommets d'un massif sous-marin calcaire qui émerge de la mer. Au plan géographique, entre montagnes et plaines, ces îles comportent autant de ressemblances que de divergences. La flore des Baléares comporte environ 1500 espèces. La plupart se retrouvent dans les autres îles de la Méditerranée, mais plus d'une centaine sont endémiques. Les plus rares sont protégées par 2 parcs naturels. La faune des Baléares n'est pas très diversifiée, mais l'archipel compte de nombreuses espèces d'oiseaux. Nombreux sont les oiseaux à faire escale ici, à l'époque des migrations. L'histoire du peuplement des îles remonte au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Plus récemment, les Grecs, les Romains, les Carthaginois, les Phéniciens y ont laissé leur empreinte. Pour se protéger des menaces extérieures, les populations successives ont construit de nombreux ouvrages défensifs. Après une longue période musulmane, les Catalans prennent progressivement possession de l'archipel, qui est rattaché à l'Espagne au milieu du XIVe siècle. En 1983, les Baléares deviennent une communauté autonome rattachée au Royaume d'Espagne, et donc à l'Union européenne. Les îles sont habitées par environ 1 200 000 habitants, dont la très grande majorité vit dans les villes. Un tiers de la population vit d'ailleurs à Palma de Majorque, la capitale de la communauté autonome. Le catalan est la langue la plus parlée, mais le castillan est l'autre langue officielle. Les constructions modernes ont modifié des pans entiers de paysages côtiers dans les 3 plus grandes îles. Mais à l'intérieur des terres, la plupart des villages ont gardé leur authenticité. L'architecture moderne cohabite avec l'architecture traditionnelle du nord de la Méditerranée. Pour préserver le littoral des excès du développement immobilier, les promoteurs sont désormais obligés de respecter à la fois la beauté des sites et l'héritage du passé. Le passé, les traditions et la célébration des coutumes sont d'ailleurs des éléments importants de la vie quotidienne aux Baléares. Modernisme et folklore, hérités parfois d'un lointain passé, cohabitent de manière étonnante et suscitent bien souvent la même ferveur. Ici, on a toujours le sens de la fête et le goût de l'apparat. Les cérémonies religieuses sont aussi le plus souvent l'occasion de faire la fête. Officiellement, 95% de la population est catholique, ce qui explique le nombre d'édifices religieux et l'intensité de certaines célébrations. Le sol fertile et le climat méditerranéen font de l'agriculture, aujourd'hui encore, le secteur d'activité principal dans les îles Baléares. On y applique le concept d'agriculture intégrée, c'est-à-dire à mi-chemin entre l'agriculture bio, dont l'importance ne cesse de croître, et l'agriculture industrielle classique. Grâce aux incitations de la Commission européenne, l'élevage s'est modernisé. La production de viande bovine et de produits laitiers, notamment, après une période où la productivité était le maître mot, répond maintenant à un autre critère, l'intégration dans l'environnement. Les marchés traditionnels reflètent bien la vitalité du secteur agricole, qui bénéficie aussi de l'expansion de la viticulture. La qualité des vins produits aux Baléares leur a conféré une renommée internationale. Les moulins à vent qui servaient au pompage de l'eau ont contribué au développement de l'agriculture. Aujourd'hui, des sources d'énergie modernes favorisent un développement économique qui passe forcément par la mer. L'activité portuaire est essentielle sur les îles, car la plupart des échanges entre les îles et avec le continent passent par la voie maritime. L'artisanat a toujours été extrêmement riche et varié aux Baléares.
Il fait partie intégrante du patrimoine des îles car, en plus de son importance économique, il reflète les influences des différentes cultures qui ont imprégné l'archipel. Qu'ils soient peintres, poètes, écrivains ou musiciens, depuis des siècles, les artistes trouvent dans cette partie de la Méditerranée la tranquillité, la nature, l'inspiration dont ils ont besoin pour se consacrer pleinement à leur travail. Musées et galeries témoignent d'un dynamisme artistique qui fait désormais partie des traditions aux Baléares. Sur les îles, le nombre de voitures par habitant est plus élevé qu'en Espagne continentale. Un réseau de routes modernes représente la principale infrastructure de transport, aussi bien pour les personnes que pour les marchandises. La qualité des équipements de télécommunication est de très haut niveau sur les îles principales. Sans cela, le développement des liaisons aériennes inter-îles et surtout avec le continent n'aurait pas été possible. L'aéroport de Palma, à Majorque, est l'un des 3 plus fréquentés d'Espagne. Et ceux d'Ibiza et de Minorque reçoivent des milliers de touristes chaque jour. Chaque année, plus de 13 millions de touristes débarquent aux Baléares, attirés par les plages, les couleurs de la Méditerranée et surtout la douceur du climat. Le tourisme ici peut être populaire ou haut de gamme. En tout cas, il représente près de 50% du PIB des Baléares. Et les visiteurs trouvent sur les îles la palette complète des activités de loisirs et de découvertes. Au nord de l'archipel des Baléares, Minorque tient son nom tout simplement du fait qu'elle est plus petite que sa voisine, Majorque. Elle est la 2e île de l'archipel par sa superficie et elle aligne 285 km de côte. Port Mahon, ou Mao en catalan, est la petite capitale de Minorque. Elle est installée au fond d'une rade qui est un des ports naturels les plus vastes du monde. Elle occupe une position stratégique exceptionnelle dans l'ouest de la Méditerranée. C'est la raison pour laquelle la ville a longtemps été la cible des pirates et des puissances cherchant à contrôler la région. Aujourd'hui, les visiteurs ont des intentions bien plus pacifiques, mais la ville garde de nombreuses traces de son histoire mouvementée. Les Anglais notamment ont laissé leur empreinte dans l'architecture de nombreuses résidences. Ils ont aussi reconstruit au cœur de la ville un vaste édifice érigé initialement au VIe siècle, l'église Santa Maria. Désormais largement inspirée par le style baroque, elle abrite de nombreux trésors, dont un orgue somptueux datant de 1810. Avec plus de 3000 tuyaux, cet orgue a la réputation d'être l'un des meilleurs d'Europe. C'est pendant la présence anglaise, qui dura un siècle, que la population de la ville s'est développée. Et ce sont aussi les Anglais qui, en plus de l'industrie navale, ont aiguisé le sens du commerce des habitants. L'imagination aidant, l'artisanat est devenu une activité commerciale importante. Il fait désormais partie du patrimoine culturel de l'île. Exemple, une sandale créée par les artisans qui travaillent ici le cuir depuis le XVIIIe siècle, la barca. Elle devint tellement à la mode qu'elle est, dit-on, la chaussure d'été favorite des membres de la famille royale espagnole. La barca, c'est une sandale typique de Minorque, qu'on peut faire avec du caoutchouc, des pneus ou différents types de gommes. Là, j'en fais une avec un pneu. C'est très très vieux. Ça vient des gens de la campagne qui travaillaient la terre avec ce genre de chaussures. Quand les premières voitures sont arrivées, ils ont commencé à en faire avec des pneus. La barca est tellement associée à l'île de Minorque qu'en France, elle porte souvent le nom de minorquine. Voilà, maintenant que la barca est terminée, il ne reste plus qu'à l'emballer. À Minorque, les traditions ne se résument pas à l'artisanat. L'ancien monastère des Carmélites, à Mao, est régulièrement le théâtre de spectacles folkloriques
qui racontent à eux seuls des pans entiers de l'histoire de l'île. Ce qu'il y a de plus typique dans le folklore minorquin, ce sont les danses fandangos et les jotas, mais surtout les fandangos et beaucoup de chansons aussi qui ne sont pas accompagnées de danse. On peut dire que c'est typique parce qu'au temps de la Reconquête, après les Anglais et les Français, l'île a été repeuplée par des gens venus d'Aragon et de Catalogne. C'est pour ça qu'on a des fandangos et des jotas qui viennent de ces régions. Dans le sud de l'île, les côtes calcaires ont été façonnées par l'érosion marine. La nature y a dessiné d'innombrables calanques, au fond desquelles des plages de sable font le bonheur des vacanciers. Certaines ne sont accessibles que par la mer. Il y a presque autant de plages à Minorque qu'à Majorque et Ibiza réunies. Pour creuser une calanque dans la roche, la mer s'engouffre dans une faille géologique qu'elle élargit petit à petit. Parfois, la pluie et la main de l'homme ont complété le travail de la mer en creusant des grottes. Certaines ont servi d'habitat, d'autres de nécropole, notamment à Cales Coves, où l'on en trouve une centaine, creusées au 9e et 8e siècle avant Jésus-Christ. Certaines étaient encore utilisées à l'époque des Romains. Toujours au sud de l'île, le village de Bini Beker Bey est un dédale d'étroites ruelles bordées de maisons blanchies à la chaux. Les arches confirment le style mauresque et l'empreinte musulmane qu'a voulu lui donner son architecte. Construit dans les années 1970, il reproduit un petit village traditionnel de pêcheurs. Certains villages respectent moins les traditions, mais servent de base aux visiteurs pour découvrir les criques et les falaises qui bordent le littoral. Jadis, les premiers Phéniciens qui croisèrent le long de la côte étaient intrigués par des feux allumés au sommet des falaises. C'est la raison pour laquelle ils baptisèrent l'île Noura, île du feu en langue phénicienne. Dans ces falaises, faites d'un calcaire friable, la nature a également creusé des grottes. Une des plus belles et une des plus connues, la Cova d'Enchoroy. Perchée à la verticale des vagues, elle a longtemps été habitée. Aujourd'hui, elle est devenue un lieu à la mode. Plusieurs salles la composent, dont certaines servent de bar ou même de boîte de nuit. Non loin de la muraille dressée par les falaises, la plage de Sandbou est la plus longue de Minorque, avec 4 km de sable doré. Ici, la facette la plus contemporaine de Minorque télescope le passé lointain de l'île. Les restes d'une basilique chrétienne du 5e siècle bordent pratiquement la plage. Mais à Minorque, les vestiges archéologiques peuvent être bien plus anciens et de formes diverses. La culture talaïotique remonte au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Le site de Torre d'Engaumes multiplie les amoncellements de pierres et dresse des constructions en forme de cônes tronqués, les talaiotes. Sur un autre site, on découvre les taulas, des monuments en forme de T, parfois complétés, comme ici, d'un appui incliné. La naveta est une autre forme de monument en pierre qui évoque la forme d'un bateau renversé. Minorque abrite la plus forte concentration de monuments préhistoriques au monde. Tous ont été taillés dans la pierre, qui était disponible ici en grande quantité. Les anciennes carrières, aujourd'hui fermées, montrent que l'histoire de l'île se trouve en partie gravée dans la pierre. La pierre, on l'utilise principalement pour la construction. On utilise la pierre depuis le début de l'arrivée des hommes sur l'île de Minorque. Toutes les constructions talaïotiques ont été faites avec cette pierre. Les campagnes de Minorque et ses pâturages font aussi partie du patrimoine historique de l'île. En effet, ils entretiennent certaines traditions emblématiques comme le queso Mahón Menorca, le fromage de Mao à Minorque. Le procédé est très ancien, le vieillissement peut durer de 21 jours à plus de 5 mois. Au Xe siècle, les Arabes en vantaient déjà les mérites. Une bonne partie de la production se fait encore selon les procédés anciens. C'est du fromage artisanal.
fait à base de lait cru. On utilise seulement du lait de vache. C'est typique de Minorque. Le trait le plus caractéristique de ce fromage, c'est son élaboration qui se fait avec un morceau de tissu qui lui donne ses rides et sa forme. C'est un fromage avec une saveur bien particulière en raison du climat humide de l'île et la proximité de la mer du fait que l'île est petite. Le cheval. À Minorque, il fait partie du paysage et il bénéficie d'une attention toute particulière car il fait aussi partie du patrimoine. Depuis le XIVe siècle, il existe une race propre à l'île, le cheval de pure race minorquine, un magnifique animal dont la robe est toujours noire. Dans ses gènes, le pure race minorquine contient toute l'histoire de l'île puisqu'il tient à la fois du pur sang espagnol, du pur sang arabe et du pur sang anglais. Il fait preuve d'un équilibre remarquable et d'une grande souplesse. Il possède une qualité primordiale, la docilité. Il est unique au monde pour la facilité avec laquelle il se dresse sur ses membres postérieurs. Il peut même se déplacer dans cette position. Il est tellement souple qu'on a parfois l'impression qu'il va s'envoler, un peu comme Pégase, le cheval ailé de la légende. Ce cheval emblématique a sa statue à l'entrée de Ciutadella, la deuxième ville de l'île, qui a la réputation d'être la plus belle. La cathédrale domine l'ancienne capitale de Minorque et l'obélisque dressé sur la place des Bornes est un repère inattendu pour les visiteurs. Nous sommes le 23 juin. Le drapeau de l'ordre de Malte flotte partout. Il rappelle l'influence des chevaliers de Malte aux Baléares au XIVe siècle. On se prépare à faire la fête. Le gâteau traditionnel trône sur les tables. On le déguste accompagné d'une sauce au chocolat épaisse et chaude. Un rituel auquel participent les habitants à la veille de la Saint-Jean. Partout dans la rue se déroule le même rituel, en musique. Soudain, les chevaux font leur apparition. Ils sillonnent longuement les ruelles de la ville pour rappeler à la population qu'un spectacle exceptionnel va bientôt avoir lieu. Puis ils se dirigent vers la place de la cathédrale, où une foule importante déjà les attend. Soudain, les applaudissements se déchaînent. C'est le début de la cavalcade. Les chevaux se cabrent sous les cris du public et répètent le mouvement sans arrêt. Malgré la foule qui excite les chevaux, les cavaliers gardent le contrôle de leur monture. Au bout d'une ruelle, les chevaux débouchent sur la place des Bornes. Une foule immense les attend. Toucher les chevaux porte bonheur. La place va être le théâtre de jeux équestres qui se déroulait déjà au Moyen-Âge. Les cavaliers sont prêts. Les chevaux sont ornés de leurs plus beaux atours. Équipés d'une lance, les cavaliers vont fendre la foule pour tenter d'introduire la lance dans un anneau suspendu. Déception lorsque l'anneau est manqué. Hurrah lorsque le but est atteint. La fête se poursuivra tard dans la nuit à la lueur des feux de la Saint-Jean. Cela même peut-être qu'apercevaient jadis les marins phéniciens. Au centre de l'archipel, Majorque est la plus grande des îles Baléares.
Bordée par 2 chaînes de montagnes, dont plusieurs sommets dépassent les 1000 mètres d'altitude, mais aussi de plages magnifiques, elle est une des principales destinations du tourisme européen. Palma est la capitale de l'île, mais aussi de l'ensemble de la communauté autonome des Baléares. La ville, qui compte aujourd'hui près de 900 000 habitants, a été fondée par les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle fut musulmane pendant 5 siècles avant d'être conquise par les Catalans. Longtemps, elle connaîtra un rayonnement exceptionnel à travers toute la Méditerranée grâce à son port, un des plus grands de la région. Le port de Palma est une escale incontournable pour les paquebots et les yachts qui sillonnent la Grande Bleue. L'architecture reflète les influences successives qui se succédèrent ici. Exemple, en bord de mer, l'ancienne résidence des vizirs maures, le palais forteresse de l'Almudaina, devenu une des résidences du roi d'Espagne. La vieille ville, appelée aussi centre historique, semble sortie en droite ligne du Moyen-Âge. Les ruelles et les maisons occupent le moins d'espace possible, car l'espace manquait en raison d'un mur d'enceinte qui entoura la ville jusqu'au XIXe siècle. Les maisons de maître disposaient, elles, d'une surface confortable. Autour du patio s'agencent les parties habitées, toujours situées aux étages supérieurs. Chef-d'œuvre de symétrie, la Plaça Mayor est un joyau du baroque. Au cours des 2 derniers siècles, les architectes laissèrent leur créativité s'exprimer pour satisfaire les goûts d'une riche clientèle. Toutes les grandes tendances se retrouvent ici, comme l'Art nouveau, qui émergea entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Il a fallu près de 400 ans pour construire la cathédrale. C'est le roi d'Aragon, Jacques Ier le Conquérant, qui en décida la construction sur l'emplacement d'une mosquée après sa victoire sur les musulmans. Elle est considérée comme l'une des plus belles du monde. Chaque année, on sort la Ledania, une croix de cire que les habitants promènent dans la ville pour obtenir de bonnes récoltes. C'est la fête Dieu. À cette occasion, les cavalettes, les petits chevaux, sont de sortie. Les chevaux de carton animent de nombreuses fêtes à Majorque, une tradition qui remonte au Moyen-Âge. La fête Dieu est célébrée par l'Église catholique 60 jours après Pâques. La ferveur avec laquelle les habitants participent aux cérémonies montre leur attachement à l'Église et aux traditions. Les fêtes religieuses, et notamment la fête de Pâques, ont une grande importance dans la vie quotidienne aux Baléares. Du mercredi saint au dimanche de Pâques, la vie s'arrête, sauf en fin de journée, moment où les processions se mettent en mouvement. La plus spectaculaire est celle du vendredi saint, qui réunit des centaines de pénitents cagoulés. Les origines de la procession remontent à l'époque où la plus grande partie de la population ne savait pas lire. Pour procéder à son éducation religieuse, le cortège reproduisait des scènes de la Passion du Christ, souvent de manière très réaliste. Des cavaliers ouvrent le cortège aux pénitents qui marchent pour obtenir le pardon de leurs fautes tout en conservant l'anonymat. Les confréries se succèdent. Elles regroupent les fidèles en associations qui font défiler leurs statues religieuses les plus précieuses.
Certains pénitents tirent des chaînes pour s'imposer une sanction plus pénible. C'est la survivance des châtiments corporels que s'infligeaient jadis les pénitents en mémoire des souffrances endurées par le Christ. Près de Palma, au fond d'un jardin, les murs d'une ancienne habitation typique de Majorque sont couverts de dessins réalisés au charbon de bois par l'un des artistes majeurs de l'art au XXe siècle, Joan Miró. Une fondation y présente les ateliers que Miró utilisait lorsqu'il passait ses vacances à Majorque. À la fois peintre, sculpteur, graveur et céramiste, Miró s'installera définitivement sur l'île à 63 ans. Les sculptures de Miró s'intègrent à un ensemble où l'architecture sert d'écrin. Ici, les œuvres d'art et les bâtiments ne font qu'un. Pour la directrice de la fondation, l'environnement de l'île explique tout. Traditionnellement, en ce qui concerne l'art, et notamment l'art contemporain, le niveau est très élevé à Majorque. Il y a beaucoup de galeries et d'œuvres d'art. Palma est la ville d'Espagne dans laquelle se trouve le plus grand nombre de galeries d'art. On dit qu'à Majorque, il y a une passion pour la poésie et la peinture. La nature, la lumière, la tranquillité avaient fixé Miró à Majorque. Il s'éteignit ici à l'âge de 90 ans. Une infinité de moulins à vent animent l'immense plaine agricole qui couvre le centre de l'île. Ils ont été installés pour pomper l'eau des nappes phréatiques et ont ainsi contribué au développement de l'agriculture. Car ici, la terre est fertile, mais elle exige des soins constants. Aujourd'hui, cependant, le travail agricole n'attire plus beaucoup les jeunes Majorquins qui lui préfèrent les professions liées au tourisme. Dans les campagnes, les paysans continuent de vendre leurs produits directement aux consommateurs grâce aux nombreux marchés. Les salaisons et les charcuteries sont une des spécialités de l'île. Et la variété des saucisses n'a d'égal que la variété des fromages. Pour certaines productions, comme les agrumes, l'île subit la concurrence du Maghreb, tout proche. Alors, les exploitants réagissent. Ils sélectionnent les espèces les mieux adaptées à leur région. Ils produisent moins et tâchent de retrouver les saveurs naturelles. La vigne fait partie du paysage majorquin, même si elle a failli disparaître au XIXe siècle avec le fléau du phylloxéra, un puceron parasite. La production de vin commença sous l'Empire romain. Et au 1er siècle, avant Jésus-Christ, déjà, on comparait les vins de Majorque aux meilleurs vins d'Italie. La production continua durant l'occupation musulmane, malgré l'interdiction du Coran. À Majorque, il y a 2 appellations contrôlées. Ici où on se trouve, c'est Benissalem. C'est la plus ancienne, avec des vignobles répartis sur 5 municipalités. Certains vins de Majorque jouissent d'un prestige international. Depuis la nuit des temps, on souffle le verre dans le bassin méditerranéen. Sur l'île de Majorque, l'artisanat du verre fait partie des traditions. Le souffleur commence par faire fondre un bloc de verre dans un four à plus de 1100 degrés. Il le prépare et souffle dans la canne pour lui donner du volume. Il roule ensuite le verre pour commencer à lui donner la forme souhaitée. Pour étirer le futur objet en longueur, il utilise tout simplement la force centrifuge. Et c'est parce qu'on y injecte de la poudre de métal que le verre prend ses couleurs. Grâce à leur maîtrise du verre, les Majorquins ont développé la fabrication de perles. La perle Majorque est le nom générique qui désigne les perles artificielles. Les baguettes de verre, elles font plus ou moins 1100-1200 degrés. Et on laisse tomber cette goutte de verre fondu sur un fil en cuivre
qui tourne. Automatiquement, dû à la rotation du fil, la perle se fait ronde. Le processus de fabrication des perles Majorque est breveté depuis 1890. Mais comment des boules de verre peuvent-elles devenir des perles? Elles deviennent des perles parce qu'après on les démonte, on les monte à nouveau sur un autre procédé pour les donner les différentes couches de nacre. En première qualité, par exemple, qu'on emploie nous, on arrive à donner 36 couches de nacre. Mais cette nacre, c'est des produits qu'on mélange à base d'écailles de poisson et du kaolin. C'est tous des procédés secrets. Il est difficile de différencier les perles Majorque des perles naturelles, et c'est ce qui plaît aux dames. Sur la côte nord-ouest de l'île, protégée par les montagnes, Sóller est d'abord un port où de nombreux plaisanciers viennent jeter l'ancre. C'est aussi une station balnéaire accueillante, reliée à Palma depuis 1913 par un vieux tramway électrique. Lorsque le vaillant petit tramway quitte le bord de mer, il escalade la Serra de Tramuntana pour amener ses passagers au village de Sóller, qui a su garder son authenticité méditerranéenne. Si le seul tramway des Baléares mène à Sóller, c'est parce que le village a connu autrefois une grande prospérité grâce aux producteurs de fruits qui ont fait fortune dans la région. Avec leur argent, les producteurs de fruits se construisirent de belles demeures. Ils affichaient leur réussite et leur passion de l'art. Une passion toujours vivante à Sóller. Dans une salle jouxtant la gare, une exposition est consacrée à des œuvres de Miro et à des céramiques de Picasso. Picasso commença à travailler la terre à 65 ans dans le midi de la France. Il produira des milliers de pièces jusqu'à sa mort. La Serra de Tramuntana est le massif montagneux le plus élevé de Majorque, avec un point culminant à plus de 1400 mètres, le sommet le plus élevé des Baléares. Une des routes les plus sinueuses de la Méditerranée y traverse des paysages vertigineux. Les reliefs couvrent la plus grande partie de l'île de Majorque. L'homme a creusé dans les montagnes calcaires les passages dont il avait besoin. L'érosion, elle, y a creusé de fabuleuses œuvres d'art. Les stalactites et les stalagmites des grottes du Dragon se reflètent dans les eaux d'un des plus grands lacs souterrains du monde. Le lac Martel, du nom d'un fameux spéléologue français qui explora les lieux au XIXe siècle. Il y a 3000 ans, les habitants de Majorque connaissaient déjà l'existence de ces grottes. Plus tard, les pirates y ont dissimulé, dit-on, de précieux trésors. Aujourd'hui, les éclairages mettent en évidence leur beauté, qui est le véritable trésor des montagnes majorquines. La beauté des montagnes, les beautés de l'île ont toujours inspiré les artistes. Accroché à une falaise vertigineuse, le manoir de Son Maroc fut la propriété d'un archiduc autrichien, amateur d'art et amoureux de la Méditerranée. Un temple grec de marbre blanc fait face à la mer. La musique et la lumière se marient pour redonner à Majorque son visage authentique. Au sud-ouest de Majorque, Ibiza est la troisième île des Baléares par sa superficie.
Un chenal parsemé d'îlots minuscules la sépare de sa petite sœur Formentera, une île plate avec laquelle elle forme l'archipel des Pitiuses. Eivissa est la capitale d'Ibiza. Abritée des vents par des collines, au cours de son histoire, elle a toujours constitué un objectif de choix pour les envahisseurs et les pirates. Aujourd'hui, les bateaux qui y font relâche contribuent plutôt à sa prospérité. Au XVIe siècle, l'empereur Charles Quint décida de fortifier la ville. Il fit construire une impressionnante muraille, remarquablement conservée, qui a même été classée au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. L'enceinte fortifiée protège la vieille ville dominée par la cathédrale étonnamment dédiée à Sainte-Marie-des-Neiges. Lorsqu'on franchit les remparts, on a l'impression d'entamer une promenade à travers toute l'histoire de l'île. Le musée archéologique plonge le visiteur au cœur des différentes périodes qui marquèrent les îles Pitiuses. Carthaginoises, grecques ou romaines. Mais la vieille ville n'est pas qu'un musée. Elle vit, elle est le cœur d'Ibiza. Ibiza était appelée autrefois l'île de sel. Le soleil et le vent ont favorisé la création de marais salants déjà exploités par les Carthaginois. Le riche écosystème des salines est aujourd'hui protégé par une réserve naturelle. Elles ont été déclarées zones de protection spéciale pour les oiseaux. Ces salines furent parmi les plus importantes de Méditerranée, car depuis l'Antiquité, le sel d'Ibiza est réputé pour sa pureté. Le centre d'Ibiza n'a pas grand-chose à voir avec les clichés de l'île véhiculés par le milieu du tourisme. Ici, le mode de vie est resté quasiment inchangé depuis des générations. La terre produit ce dont on a besoin et le reste est superflu. Le monde traditionnel et le monde moderne importé par les visiteurs ne se rencontrent pas, même si l'un parfois peut déteindre sur l'autre. Au cœur de la Serra de San Josep, on atteint Satalaya, le point culminant d'Ibiza à 475 mètres d'altitude. Par temps clair, on peut apercevoir la côte espagnole à 80 km de là. Pour soutenir les terres cultivables, des murets en pierre ont été édifiés. Les pierres ont également servi à la construction de tours où les habitants se réfugiaient lors des attaques de pirates. L'architecture des maisons dans les campagnes d'Ibiza associe les constructions cubiques, les ouvertures réduites, les toits plats et le blanc de la chaux. Nous sommes en terre chrétienne et la plus petite localité possède sa chapelle. L'élevage et l'agriculture sont les plus anciennes activités humaines de l'île. Les Romains déjà tiraient parti d'une terre argileuse et sèche, mais fertile, formée d'alluvions et de sédiments marins. La plus grande partie du littoral d'Ibiza est faite de rochers tombant à pic dans la mer. La côte sud de l'île est particulièrement déchiquetée. La roche calcaire est travaillée en permanence par l'eau salée qui la façonne à son gré. D'innombrables criques accessibles uniquement par la mer découpent un littoral protégé par une loi votée en 1991. Près de la plage de San Miguel, la falaise est creusée de profondes excavations. La Cova de San Marsa remonte à environ 100 000 ans. Ces grottes représentent une des plus belles découvertes géologiques de l'île. Aidée par un metteur en scène de talent, la nature joue ici avec les formes, l'eau et les couleurs.
D'autres metteurs en scène, des architectes, ont construit sur certaines parties de la côte des villas somptueuses, inspirées souvent du style architectural traditionnel. La construction de cette église remonte au XIVe siècle. Ce genre de décor classique sert souvent de cadre aux fêtes patronales qui font partie du folklore de l'île. Aujourd'hui, c'est l'heure du bal, le bal pagès, le bal paysan. Le rythme est ponctué par les castagnoles, de grosses castagnettes en bois de genévrier. Du côté des costumes, les multiples couches de jupons n'empêchent pas la légèreté des pas. Le bal pagès est une danse typique d'Ibiza. Dans les années 1960, commença pour Ibiza la période hippie. Des jeunes, venus de toute l'Europe et même des États-Unis, arrivaient dans l'île où régnait la libre pensée et une grande liberté artistique. L'essor du tourisme aidant, Ibiza devint un peu le pendant européen de San Francisco. Certains hippies sont restés, ils ont fait des émules, et le mouvement hippie fait maintenant partie des traditions d'Ibiza. Nous sommes au marché hippie, le Hippie Market. Ce nom vient d'avant, à l'époque où les hippies avaient monté un petit marché. Puis les gens ont commencé à voyager, ils ont ramené de plus en plus de choses. L'artisanat, ça évolue avec le temps, mais en réalité, je pense que ce marché est devenu très commercial. Les hippies eux-mêmes n'auraient pas imaginé un tel succès. Ibiza compte plus de 50 plages. C'est en bordure des plus grandes que se sont développées les plus importantes infrastructures touristiques classiques. Mais sur quelques-unes d'entre elles, une autre tradition récente de l'île est venue compléter les activités de plage habituelles, la fête permanente. Ce n'est qu'au moment où la lumière décline que l'on fait une pause pour admirer le spectacle quotidien du coucher du soleil. Mais la pause est de courte durée. Le spectacle est partout, en mer et sur terre. Les applaudissements saluent à la fois les couleurs du ciel et les prouesses des artistes. Le coucher du soleil à Ibiza est devenu une attraction mythique. Bientôt, les lumières artificielles vont remplacer la lumière naturelle. Le grand défilé de mode commence. Ibiza a créé son propre style vestimentaire appelé ad-lib, un mot qui vient d'une expression latine signifiant « selon son plaisir ». Au départ d'Eivissa, le bateau est le seul moyen de transport possible pour atteindre Formentera, une île parfaitement plate, la plus petite des îles Baléares habitées. Le bateau accoste à la Savina, une localité qui doit son nom aux salines, toutes proches. Le sel a longtemps été une des principales ressources de l'île.
À Formentera, tout est horizontal, à l'exception des 3 phares qui dominent les falaises vertigineuses taillées dans la roche calcaire. Une étroite bande sablonneuse bordée de plages relie les 2 extrémités de l'île. Les eaux cristallines attirent les plaisanciers et les baigneurs le long de plages qui ne sont jamais surpeuplées. Formentera tire son nom d'un mot latin qui signifie « terre à froment ». Elle compte aujourd'hui un peu plus de 11 000 habitants qui vivent principalement de l'agriculture et du tourisme, mais en raison du manque de ressources naturelles, elle a été inhabitée pendant de longues périodes au cours de son histoire. Dans le village d'El Pilar de la Mola, une communauté hippie rappelle qu'en raison de l'afflux des touristes à Ibiza, un grand nombre d'adeptes du Flower Power ont poursuivi jusqu'ici la recherche de leur Éden. Liberté, créativité, authenticité, tels étaient par exemple certains des thèmes principaux de la philosophie hippie. Un autre thème était la communion avec la nature. Et c'est pourquoi Formentera, avec sa beauté sans artifice, a fasciné une génération de jeunes idéalistes. En revenant à Ibiza, la nuit tombée, les rues d'Ibiza réservent bien des surprises. D'étonnants oiseaux de nuit, aussi bigarrés qu'énergiques, ont envahi les ruelles de la vieille ville. On est loin du monde des hippies, alors que ce sont eux qui ont amené la philosophie de la fête et de la tolérance sur l'île. Le spectacle du grand cirque d'Ibiza commence. La nuit est à peine entamée et il est temps déjà de se rendre dans un des clubs ou discothèques qui comptent parmi les plus grands du monde. Si Ibiza a été surnommée reine de la vie nocturne, c'est surtout grâce à ses boîtes de nuit, ses DJ à la réputation de star et sa manière de faire rimer ouverture d'esprit, réjouissance, spectacle et délire. On dit des nuits d'Ibiza qu'elles sont interminables. En réalité, c'est la fête qui ne finit jamais. Quelle que soit l'heure, les nouvelles traditions festives et musicales cherchent à trouver leur place au sein d'autres traditions plus anciennes que l'on appelle le folklore. Les îles Baléares ne sont pas figées dans le passé. Elles vivent dans le présent, avec une incroyable énergie, sans oublier la richesse de leur histoire. Sur les différentes îles, présent et passé se fondent dans la culture de la fête et des traditions.